donne la parole à Benjamin. Indispensable de parler au micro ? D'accord. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci infiniment pour cette invitation et merci aussi d'avoir tous ensemble dit exactement ce que je voulais dire depuis le début. Voilà, donc finalement, il ne va pas me rester grand-chose à dire, si ce n'est peut-être, très immodestement, dire plus mal ce que vous avez tous dit intelligemment. Je voudrais aussi en profiter pour vraiment dire merci à Emmanuel, à toute l'équipe de l'Espace Éthique, non pas pour cette invitation, mais pour avoir créé ce cycle de conférences relatif aux valeurs de la République, du soin, de l'accompagnement. Je pense que c'est la mission de la prise en charge, effectivement, de s'occuper des personnes les plus vulnérables. C'est l'honneur de l'hôpital, c'est l'honneur des cliniques aussi, d'ailleurs, et de la médecine libérale. C'est l'un des buts du droit, d'édicter des règles pour les personnes qui sont précisément vulnérables et qui font partie des minorités, plutôt que pour les personnes qui sont dans la majorité et qui n'ont pas de difficulté à vivre ces valeurs de la République. Donc il y a pour moi une congruence évidente entre les valeurs du soin et les valeurs du droit. Cela étant, pour être honnête avec vous, j'avais préparé une intervention avant de venir et puis il y a une immense fatigue qui m'a envahi, au regard de l'actualité. Alors, voilà, on parle des valeurs de la République, on parle des valeurs du soin. Moi, j'aimerais savoir quelles sont aujourd'hui ces valeurs de la République. C'est ça qui me pose problème. Les valeurs de la République, c'est liberté, égalité, fraternité. Les valeurs de la République, c'est les valeurs de la place de la République, avec ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Je ne sais plus quelles sont les valeurs qui sont pertinentes, je ne sais plus quelles sont les valeurs qui sont à défendre, je ne sais plus celles qui méritent de se lever. Si c'est les valeurs de la République, entendues comme République française, avec ces logos RF partout, ce monogramme plus précisément, est-ce que je suis sûr de vouloir défendre aujourd'hui l'état d'urgence qui s'entend comme un état d'exception et qui est privatif de liberté ? Je n'en suis pas persuadé. Est-ce que je suis sûr de vouloir défendre des personnes qui vont manifester, qui exercent un droit fondamental qui est reconnu par la Constitution, mais qui parfois peut déraper jusqu'à aller attaquer et cagnasser les vitres d'un hôpital public qui lui-même représente le service public? Il y a quelque chose d'extrêmement grave qui s'est passé hier, non pas extrêmement grave pour l'atteinte au bien, j'aurais tendance à dire que malheureusement nous y sommes habitués et qu'il faudra engager une discussion sur la légitimité de ces actions bien évidemment et leur pertinence, mais sur le symbole qui est attaqué ici, c'est le service public qui est attaqué, c'est le service public qui est attaqué au travers d'un hôpital pour enfants et jeunes adolescents, c'est-à-dire probablement la population la plus vulnérable parmi les personnes vulnérables. Et c'était en même temps un centre qui s'entend comme probablement l'un des centres d'excellence française en matière de médecine spécialisée. Donc il y a beaucoup de charges émotionnelles pour nous tous dans ce qui s'est passé hier. Et j'avoue que je me pose énormément de questions de ce fait. J'interroge la notion même de valeur. L'étymologie du terme de valeur renvoie à ce qui évoque le mérite et les qualités d'une personne, dans un premier temps. Puis, dans un second temps, et c'est ça qui va nous intéresser ensemble, l'usage que l'on fait précisément de ces valeurs. La valeur, c'est la destination et la conformité à un usage. C'est ça qui permet d'apprécier les valeurs d'un bien ou d'un service. Alors, vous vous en doutez, oui, je suis fatigué. Oui, nous sommes tous fatigués par cela. Nous sommes tous fatigués par cela, non pas par la crise que la République pourrait vivre, surtout que... Voilà, nous sommes dans un cadre où nous pouvons abusivement nous croire à l'abri, justement, sous les ordres de la République encore. La fatigue n'est pas due à ça, la fatigue est due à l'interrogation sans cesse renouvelée sur ce que sont ces valeurs précisément, que nous ne parvenons, à mon sens, pas encore à défendre, ou pour lesquelles, au contraire, nous devons encore peut-être nous lever pour les défendre, alors que nous les croyons tous ici acquises. Et c'est ça qui m'interroge. Alors, est-ce que ça vaut encore la peine, justement, de se battre pour ces valeurs ? Pour quelles valeurs ? Moi, je n'ai pas la réponse aujourd'hui. J'interroge le sujet, comme vous l'avez très intelligemment fait et très élégamment fait juste avant moi. Et je vais le faire d'une manière caricaturale, finalement. Vous me dites, faut-il être juste et impartial dans les soins ? Première technique de l'avocat, je vais caricaturer le propos, et je vais vous renverser la question d'une manière négative. C'est en général un bon moyen de trouver une réponse. Est-ce qu'on pourrait poser la question, faut-il être injuste et partial dans les soins ?
La réponse, à mon sens, en dépit de ce qui a été dit auparavant, m'apparaît quand même assez négative. On pourrait difficilement imaginer un couple infernal d'injustice et de partialité dans la délivrance d'une mission de soins. Ce serait assez inacceptable, à mon sens, aujourd'hui, justement au regard des valeurs de la République. Mais ça ne donne pour autant pas un contenu efficace à ce qu'on peut appeler la justice et l'impartialité au regard de cette mission. Alors l'impartialité, je vais évacuer très vite la question, pour une raison qui relèvera de l'opinion personnelle, et j'espère que vous m'en excuserez. L'impartialité dans les soins, pour moi, c'est un non-sens. C'est une question que l'on ne peut pas poser. Il est normal d'être partial dans les soins. Il est presque sain d'être partial dans les soins, pour deux raisons. Alors, pour la première raison, c'est que s'il y a une partialité trop évidente, il y a des barrières et des frontières juridiques qui viendront cadrer et sanctionner cette partialité abusive. Ce sont toutes les actions relatives à la discrimination, par exemple, dans l'accès aux soins ou dans la délivrance des soins ou dans l'accès à une prestation de service. C'est une infraction pénale. Il y a une procédure particulière devant le Conseil de l'Ordre des médecins aussi pour sanctionner ce type d'agissement. C'est très important de le dire. Et puis une deuxième raison qui est une raison juridique, mettant de côté la mission de service public qui est assez particulière pour tout ce qui relève de l'exercice privé de la médecine. Le libre choix du patient trouve à s'exercer, ce qui signifie que lui aussi est partial, et c'est de bonne guerre. Il a le droit d'avoir ses préférences, d'avoir des professionnels qu'il apprécie et d'autres qu'il n'apprécie pas. Et réciproquement, le professionnel lui aussi a le droit d'avoir des préférences. Il peut tout à fait légitimement décliner son intervention. C'est une notion qui pourrait être en quelque sorte héritée du contrat, du libre choix qui est réciproque ici. Il y a des limites qui tiennent, on l'a vu, à la discrimination, à la non-assistance à personne en péril et à l'obligation d'assurer la continuité des soins, mais sous ces réserves, la partialité est bien sûr de mise. C'est une relation qui est une relation intuitu personae, et il faut conserver cette relation, ce caractère intuitu personae pour conserver précisément cette confiance entre deux personnes, à mon sens. Donc c'est vraiment pour moi un postulat ici de cette partialité. Il nous reste bien sûr à définir en revanche ce qu'est la justice dans cette mission. Alors la justice, bien sûr, quand on interroge un avocat, c'est toujours plaisant de se faire interroger sur la justice. On aurait beaucoup à dire sur la justice, on aurait beaucoup à dire sur la valeur de la justice, vraiment avec un J majuscule, et sur l'administration de la justice. On pourrait dire beaucoup aujourd'hui sur ce parent pauvre des budgets du gouvernement, qui est souvent, peut-être parfois plus précisément mal rendu, mais malheureusement de plus en plus inefficace, avec un problème d'accès à la justice elle-même. Mais il s'agit ici plus justement de cette vertu de justice dans la mission des soins. Et alors pour moi, cette justice revêt en réalité trois notions qui sont un peu comparables, ou plus précisément qui vont être un peu complémentaires. La première chose, c'est ce qui est juste par rapport à une sorte de corpus scientifique. Le soin doit être juste parce qu'il doit être d'une certaine manière exact. Il doit être conforme, dirait le juriste, aux données acquises de la science. S'il est injuste, s'il n'est pas juste, s'il dépasse les connaissances médicales ou qu'il est en deçà, au contraire, des connaissances médicales, il sera injuste et il permettra d'engager la responsabilité de l'intervenant, qu'il s'agisse de l'hôpital ou du médecin. Il est injuste dans le sens où tous nous avons droit aux meilleurs soins disponibles au regard des connaissances médicales avérées. Ça figure dans le Code de déontologie médicale, c'est la formule qui sera reprise par toutes les décisions de justice. Donc il y a un corpus que vous avez évoqué très justement, relatif à la littérature médicale. Il y a un corpus que l'on retrouve dans les décisions de la HAS, dans ces protocoles qui sont mis en œuvre, qui parfois revêtent un caractère contraignant, mais qui néanmoins garantissent une certaine fiabilité, une certaine sécurité et un standard minimum de soins auquel, je le crois, il faut que nous restions attachés. En ce sens, le soin juste, c'est celui qui est conforme, encore une fois, à la discipline médicale, au consensus médical, professionnel, auquel chacun nous avons droit. C'est vraiment le premier niveau ici de la justice dans les soins. Deuxième niveau de la justice dans les soins, qui est complémentaire, c'est celui que vous avez évoqué très justement, c'est celui finalement qui n'est pas une notion de justice, qui est une notion de justesse. La justesse dans les soins, c'est délivrer le soin qui sera conforme
au parcours et aux vœux de la personne et à son histoire. Face à la maladie, nous n'avons pas tous nécessairement les mêmes besoins, comme vous l'avez précisément dit, tous les mêmes envies, tous les mêmes souhaits non plus. Vous avez évoqué ce patient, cette histoire d'un patient qu'il fallait opérer du larynx, qui a refusé cette intervention et ce retrait. Vous avez dit cette histoire s'est mal terminée. Je voudrais caricaturer le propos d'un point de vue juridique. À mon sens, elle s'est presque bien terminée parce qu'elle s'est terminée conformément aux vœux de la personne. Donc médicalement, l'issue effectivement était une impasse. Juridiquement, l'issue était respectueuse de la liberté de l'individu, de ses souhaits et de son histoire, et elle s'est terminée du mieux qu'elle pouvait se terminer pour un juriste. Et ça m'intéresse beaucoup. Pourquoi? Parce que les anciens, quand ils définissaient le droit, par exemple, et l'œuvre juridique, disaient le droit, c'est sum cuique tribuere, c'est-à-dire donner à chacun son dû. Notion de justice distributive. Faire du droit, c'était donner à chacun son dû. Eh bien, en ce sens, délivrer des soins, c'est donner aussi précisément à chacun son dû dans la mission de l'administration de la santé. Donc, vous voyez, il y a une identité qui est absolument fabuleuse sur cette appréciation. La troisième question qui se pose dans cette appréciation de la justice est celle, bien sûr, qui est relative à l'allocation des ressources. On ne peut pas imaginer la justice sans une approche qui est une approche globale et sociale. La justice n'est pas uniquement une approche interindividuelle de relations de soins, c'est aussi une approche d'allocation des ressources. Pour parler très simplement, tu l'as dit Emmanuel, le Code de la santé publique rappelle les droits fondamentaux de la personne, mais qui doivent permettre la sauvegarde et la pérennité du système de santé. Tous ces soins et toute cette justice s'entend aussi comme allocation des ressources, qui nous pose un énorme problème. Ce qui est juste individuellement n'est pas forcément juste collectivement. Et nous avons tous eu connaissance de ces difficultés éthiques. Comment procéder à la désignation d'un patient qui va bénéficier d'une greffe quand il y a une liste d'attente qui est énorme, quand il y a une pénurie? Comment gérer une pénurie de stock de produits sanguins de la même manière? Quelle est la procédure? Est-ce qu'on va déterminer une urgence médicale? Est-ce qu'on va déterminer une urgence sociale? La valeur d'une personne? L'attente? Est-ce qu'on doit soigner une personne? Les questions qui s'étaient posées. Est-ce qu'on doit permettre une greffe de poumon à quelqu'un qui continue à fumer, par exemple? Il y a une notion ici d'adéquation des moyens et d'allocation des ressources. Alors ça m'intéresse aussi pour une raison extrêmement simple, c'est que c'est lié à notre condition humaine. Les ressources sont nécessairement limitées. On ne peut pas apprécier la relation de soins dans sa justesse et dans sa justice si on ne l'apprécie pas par rapport à une contrainte qui est une contrainte générale d'allocation de ces ressources. Il ne s'agit pas seulement d'un discours moderne en disant il s'agit de préserver l'économie du système de santé. Il s'agit d'un discours extrêmement classique, il s'agit de préserver aussi les acteurs du système de santé. Si l'on imaginait des ressources économiques illimitées, il y a bien une ressource qui de toute façon ferait toujours défaut, c'est celle de votre temps. Vous n'avez que 24 heures dans une journée, et encore, on ne peut pas travailler 24 heures évidemment, ce qui signifie que par principe, il va falloir à un moment ou à un autre allouer des ressources et décider plus précisément de cette allocation des ressources dans une démarche qui est juste, qui est celle de la justice et qui donc doit refléter des présupposés parce que cette allocation n'est par principe jamais neutre. Plus précisément, nous essayons de faire croire que cette allocation est neutre en faisant intervenir des techniciens, quels que soient ces techniciens, qu'il s'agisse de professionnels de santé qui vont nous dire que ça c'est le bon protocole dans telle situation et qu'il faut administrer tel médicament parce que la revue machin, je ne discute pas ça, je ne suis pas compétent, ou alors des économistes de la santé qui vont nous dire qu'à l'aide des données de santé, nous pouvons rapporter la preuve, mais vous voyez bien, dans ces cas-là, on essaye de réhabiliter une notion que nous avions essayé de faire disparaître auparavant, qui est celle de l'impartialité. En faisant intervenir la technique, on refait intervenir finalement l'impartialité dans l'allocation de ces ressources, en oubliant quelque chose d'essentiel, c'est que cette décision d'allocation des ressources n'est justement jamais une décision impartiale. C'est une décision qui est le reflet de nos valeurs et qui nous permet de revenir au thème même de ce cycle de conférences, de valeurs de la République. Quand on va se poser la question de la justice collective dans la relation de soins et dans le système de santé, en fait, ce système de santé ne va faire qu'une chose, c'est refléter les choix de la République. J'essaye de vous dire les choses peut-être un peu différemment.
ce que j'essaye de transmettre, c'est que finalement, il n'y a pas d'allocation qui soit strictement rationnelle, il n'y a pas d'allocation qui soit strictement économique, il n'y a pas d'allocation qui soit strictement scientifique. L'allocation est toujours politique. Quand on va parler de justice dans la relation de soins, qu'elle soit individuelle ou qu'elle soit collective, il y aura toujours une notion de justice politique, une appréciation politique de cette notion. Et ce que je voudrais que nous fassions ici et que nous disions ensemble, et c'est finalement peut-être une quatrième appréciation de ce qui est juste, au travers d'un exemple caricatural qui m'a été justement inspiré par le cours que j'ai eu la chance de faire la semaine dernière à l'espace éthique, par un neurologue du service de santé des armées, qui d'ailleurs est présent dans la salle. Il disait que doit-il se passer lorsque je suis sur le champ d'opération et qu'il y a un blessé qui est un ennemi? Est-ce que je le soigne? Il y a une valeur qui n'est qu'une valeur politique. Et vous aurez beau faire appel à vos valeurs d'humanisme, de serment d'Hippocrate et de ce que vous voulez, ce serment d'Hippocrate, cet humanisme, n'est que le reflet d'une valeur politique que la République, l'armée, le Conseil de l'ordre, votre philosophie ou votre éthique personnelle vous guideront et vous imposera. C'est une évidence. Donc il est temps aujourd'hui précisément de réhabiliter le politique, et c'est pour ça qu'il ne faut pas être fatigué, parce que justement, nous sommes fatigués de subir ces contraintes et de ne vivre ces contraintes que comme des contraintes économiques. Mais si on se réapproprie tous ensemble, en tant que citoyens, professionnels qui soignent ou professionnels qui défendent, qui conseillent en tant qu'avocat ces valeurs et qu'on va les défendre, on ne peut pas rester les bras croisés. Et l'on s'aperçoit à nouveau que nous sommes face à un programme qu'il nous faut défendre et qu'il est temps à nouveau de se lever précisément pour défendre ces valeurs de la République qui sont menacées et qu'on ne peut pas les laisser ni à la contestation systématique et violente, même si bien sûr la violence fait partie du champ politique lui-même, ni non plus à l'abandon d'une appréciation strictement technicienne qui serait à mon sens dépassée. Alors, je ne suis pas fatigué, vous n'êtes pas fatigué, nous allons tous nous lever pour défendre cela, et nous allons tous nous lever pour rappeler que finalement la seule justice qui existe dans les soins, c'est le fait de s'engager. Nous ne pouvons pas rester précisément et continuer. Un professionnel, ne peut pas rester impartial face à la relation de soins. Il ne peut pas rester impartial face à la gestion et à l'administration de la santé. Il lui appartient de s'engager dans la relation individuelle. Il lui appartient de s'engager dans la relation politique qui existe dans la gestion et l'administration de la santé. Il lui appartient aussi, vous me permettrez de dire les choses peut-être d'une manière caricaturale, de se mettre en danger lui-même, dans le sens de s'engager personnellement pour pouvoir continuer à gérer les soins d'une manière efficace. La seule question qui se pose n'est pas de savoir si nous devons être justes, il faut être impartial dans les soins. La seule question qui se pose est de savoir quelle est la limite à notre action et quelle est la limite que nous souhaitons imposer au fait de se lever précisément pour défendre ces valeurs. J'en finirai avec une petite idée personnelle. J'aime beaucoup un écrivain qui s'appelle Romain Gary. Romain Gary a écrit un très bel ouvrage sur sa mère qui s'appelle « Les promesses de l'aube » et qui rappelle qu'un jour, il était revenu et que ses petits camarades de classe, quand il était jeune, avaient insulté sa mère et que sa mère, pour la première et dernière fois de sa vie, l'avait frappé en lui disant « Quel que soit ce que tu entends sur moi, quel que soit le nombre de personnes qui peuvent dire ce qu'elles disent sur moi, quand il s'agit de l'honneur de ta mère, tu y vas, tu te bats, tu prends tous les risques et tu ne laisseras jamais cela passer. Il y a une chose qui mérite par-dessus tout que nous nous levions aujourd'hui et que nous prenions tous les risques, c'est défendre précisément la justice dans les soins. Je vous remercie pour votre attention.